This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right? Not really. I bought it on Carvana. Super convenient. Oh, then comes all the financing, research. Am I right? Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes. Yeah, but then all the number crunching and terms, right? Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days. Wait, like you already have it? Yep. Oh. Go to Carvana.com to finance your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui on va commencer à rentrer dans des concepts philosophiques extrêmement curieux. Et la première chose, c'est vous vous rappelez la première émission, le titre de la première partie, c'était « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» ou « La fabuleuse histoire de l'univers ». Alors, on a passé notre temps jusque-là à parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que quelque chose? Alors, en fait, quelque chose, c'est tout ce que l'on voit, c'est tout ce que l'on perçoit avec nos sens, ou alors avec des instruments supplémentaires qui aiguisent nos sens, qui nous permettent de rentrer de plus en plus dans la connaissance, qu'elle soit ultra lointaine dans l'univers lointain, ou alors extrêmement petit dans l'univers de l'infiniment petit. Alors, dans certains cas, on utilise des télescopes, des radiotélescopes, etc. C'est simplement des projections qui nous permettent d'avoir de plus en plus de connaissances fines dans l'infiniment grand. Or, alors que dans l'infiniment petit, on utilise d'autres méthodes, que ce soit le petit microscope classique, le microscope électronique, les microscopes à effet tunnel, etc., etc. On a de plus en plus de choses qui nous permettent d'aller fouiller dans l'infiniment petit. Donc, on a quand même, à partir de maintenant, on a quand même une vaste image de l'univers dans son ensemble, dans une description relativement fine et précise de tout ce qui nous entoure, de qu'est-ce que quelque chose. Pour vous donner une petite idée simple, alors c'est difficile, hein, peut-être que c'est embêtant, en parlant en puissance de 10, on va dire que on connaît les choses d'une manière fine, à partir de 10 puissance moins 18 mètres, c'est-à-dire 0,180, donc c'est très petit, jusqu'à quelque chose comme 10 puissance 27 km, c'est-à-dire 27 zéros. Donc, on a une immense plage de la connaissance du monde réel que je peux percevoir. Bien sûr, en dessous, je ne perçois pas, au-delà, je ne perçois pas non plus. Enfin, ça me donne une bonne idée de qu'est-ce que c'est que quelque chose. Ce petit quelque chose, enfin, c'est extrêmement curieux, ce petit, c'est immense quelque chose, est fait tout simplement en regardant de quoi tout est fait. Vous vous rappelez quand on a parlé de Démocrite, qui disait que la matière était faite de briques fondamentales, et cet assemblage de briques fondamentales permettait de faire absolument tout ce qui nous entoure, absolument tout. Alors c'était atomus, insécable. Mais on a découvert que finalement, ça se cassait encore les atomes, et qu'il y avait des choses encore plus petites, et encore plus petites, et encore plus petites. Donc finalement, actuellement, on peut dire que l'ensemble de l'univers est composé de très peu de particules. Ce mélange des particules permet de voir l'univers tel qu'il est, notre réalité. Ces particules sont ce qu'on appelle des quarks, il y en a 3, c'est-à-dire ce sont des petites particules qui permettent de comprendre comment sont faits les noyaux, les protons, les neutrons, et puis des électrons tournant autour, et des photons, la lumière, et puis quelques autres petites particules, disons, exotiques, comme les neutrinos, des choses comme ça. Bref, avec une toute petite poignée de particules, on arrivait à comprendre, en les assemblant les unes avec les autres,
absolument tout de l'univers, que ce soit l'atome, la molécule, la poussière, le caillou, la planète, avec l'homme dessus, le système solaire, les étoiles, les galaxies, les milliards de galaxies, etc. Magnifique Lego, magnifique jeu. Alors je sais pas quel est le petit garçon qui a joué avec ses jouets, mais enfin c'est pas mal, il a fait du beau boulot, s'il existe bien sûr. Donc voilà ce qu'est quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que rien? Alors évidemment, rien, dans notre civilisation, dans notre langage par exemple, on a inventé 3 mots. On utilise 3 mots. Le rien, le vide et le néant. Or, si on a utilisé 3 mots, c'est qu'il y a 3 sens différents. Pourtant, il y a une petite connotation simple qui permettrait de comprendre ces 3 mots dans leur ensemble. Le rien, le vide et le néant. Alors, bon, le rien, alors c'est quoi rien? Alors, c'est facile, si vous prenez un récipient et que vous enlevez tout là-dedans pour qu'il ne reste rien, on va dire que dans le récipient, il y a du vide. Voilà, première chose, c'est relativement simple, le vide, enlever tout ce qu'il y a de réel là-dedans. Bon, voilà ce que c'est que... Alors le rien, comme dirait Raymond DeVos, c'est quelque chose déjà, puisque dans le langage on dit un petit rien, moins que rien, 3 fois rien, rien de neuf. Bref, on utilise ce mot dans un sens, il utilisait ce mot dans un sens humoristique, mais quand on dit la chose moins que rien, ça veut dire que rien c'est déjà quelque chose. C'est là-dessus qu'on va rester un petit peu. Alors bon, on reprend notre récipient, on va commencer par prendre notre récipient transparent, en verre. Alors évidemment, on vide absolument tout ce qui existe. Bon, très bien. Mais par la pensée, on peut très bien imaginer que dans ma boîte, je pourrais imaginer mettre quelque chose et puis l'amener d'un point à l'autre. Donc ce qui fait que même dans cette boîte où règne un vide absolu, l'espace existe, puisqu'on peut aller d'un point à l'autre. Si l'espace existe, ça veut dire que si on peut aller d'un point vers un autre point, ça veut dire qu'il faut me remettre un certain temps. Donc dans le vide, l'espace et le temps existent, même si ce sont des notions très curieuses. Bon, alors est-ce qu'il y a vraiment du vide là-dedans? Est-ce qu'il n'y a rien vraiment? Ben non, si c'est transparent, il y a de la lumière, donc il y a de la lumière qui passe. Donc il y aurait des photons qui passeraient, qui traverseraient cette boîte en verre. Bon, qu'à cela ne tienne, eh ben, on n'a qu'à mettre des caches épais, noirs, sombres sur les bords, ce qui fait qu'il y aurait un noir total, une obscurité parfaite, donc il n'y aurait pas de lumière. Eh ben si, malgré tout, même si vous avez opacifié les parois, il y a quand même des particules qui viennent de l'espace, qui passent à travers. Ce sont des particules chargées très puissantes, des photons gamma qui traversent des épaisseurs de plomb sans aucun problème. Alors, ok, d'accord. Ah ben, on va mettre des gros paquets de plomb autour, ce qui fait que plus rien ne pourra passer. Oui, en fait, c'est vrai. Plus rien ne pourra passer d'électromagnétique, aucune onde, aucune particule, rien ne pourra traverser. Oui, mais alors dans ces cas-là, dans cette boîte, il régnerait une petite température, une petite chaleur, puisque c'est à température ambiante. Or, une paroi qui a une certaine température, quoi qu'il arrive, même à l'intérieur, elle va réémettre vers l'intérieur des ondes électromagnétiques, de la lumière, pas visible, mais de la lumière. Bon, là encore, d'où vient cette lumière? Ça vient de la chaleur. Ah, mince. Eh bien, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est qu'on n'a qu'à descendre la température le plus bas possible pour éviter qu'il y ait une émission à l'intérieur. Et là, on aurait vraiment du vide absolu. Manque de bol, on ne peut pas descendre au zéro absolu. On ne peut pas descendre au zéro absolu. Donc, il y aura toujours, ne serait-ce qu'un milliardième de degré, il y aura toujours une petite chaleur, donc toujours un rayonnement à l'intérieur de la boîte. Bon, alors comment faire? Mais pourquoi on n'arrive pas au zéro absolu? Alors, pour ça, il faut avoir une petite idée vague de la notion de température. Qu'est-ce que ça veut dire la température? C'est tout simplement l'agitation des objets. Dans votre pièce, il fait 20 degrés. Eh bien, les molécules d'air qui circulent dans tous les sens, d'azote et de dioxygène, ont des vitesses énormes, de l'ordre de 1000 km à l'heure. Ça y va, hein? Bon, si vous refroidissez, eh bien, les vitesses vont descendre. Si vous refroidissez encore et encore, les vitesses vont descendre jusqu'à... Alors, est-ce qu'on peut descendre jusqu'à l'immobilité? Bien non. Même à l'immobilité, on ne pourra jamais atteindre l'immobilité absolue,
parce que il y a toujours des petites fluctuations, des petites vibrations quelque part tout le temps. Ce qui fait que le zéro absolu, on ne l'atteindra jamais. Ça veut dire qu'on ne peut pas être plus immobile qu'immobile. Voilà ce que veut dire le zéro absolu. Et on ne l'atteindra jamais. Ce qui fait qu'à l'intérieur de ma boîte, il y aura toujours des petits photons qui circuleront dans tous les sens. Bon, qu'à cela ne tienne, on va essayer d'inventer un autre système. Alors, vous vous rappelez quand on avait parlé des atomes, le noyau au milieu avec les électrons autour. Si le noyau au milieu c'était une petite balle de ping-pong au centre du Stade de France, il faudrait mettre un grain de talc qui représenterait l'électron sur la dernière rangée du stade. Ce qui fait qu'entre l'électron et le noyau, qui est 100 000 fois plus petit que l'atome, eh bien il y a du vide là-dedans. Ah ben il y a du vide, il n'y a rien, il ne peut rien y avoir. En réalité, non. Il existe encore des trucs. Et alors ce truc, on l'a décelé, bien sûr théoriquement, mathématiquement, c'est ce qu'on appelait le vide quantique. Et on l'a expérimenté et on a découvert qu'il existait un vide qu'on a appelé un vide quantique. Or ce vide quantique, c'est quoi? Alors en fait, c'est une espèce de zone curieuse où il existerait dans le vide des particules qu'on appellerait virtuelles, c'est-à-dire qui n'existent pas réellement. Elles ont la capacité d'exister, mais elles sont trop feignantes, elles n'ont pas assez d'énergie pour apparaître. Et pourtant, en regardant de très près, en mesurant de très très près, dans ce vide absolu, il y a des fluctuations permanentes, c'est-à-dire que du vide absolu apparaissent des particules et des antiparticules qui redisparaissent aussitôt, quasiment instantanément. Donc il y a un foisonnement incroyable au sein du vide qui fait que dans le vide, il est plein de particules potentiellement existantes. Alors tout ça, ça pose des questions curieuses. Vous vous rappelez quand on a parlé des chocs de particules les unes en face des autres et en collision frontale avec des énergies extrêmement puissantes, eh bien apparaissait de la matière et des particules et des antiparticules pendant des temps très brefs. Eh bien voilà, lors des collisions, on a fourni suffisamment d'énergie à ce moment-là pour qu'une fluctuation du vide, c'est-à-dire ces petites particules qui apparaissent et disparaissent, puisse rester un petit peu plus longtemps dans notre réalité. Voilà un petit peu, mais alors en extrêmement simplifié, qu'est-ce que c'est que le vide et qu'est-ce que c'est que le vide quantique? En fait, le vide n'est pas vide. Alors, première chose extrêmement curieuse, dans la mesure où même dans le vide, il y a quelque chose. Alors, c'est très, 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 très bizarre. Bon, maintenant, vous vous rappelez quand on a parlé aussi un petit peu des premiers philosophes grecs, il y a plus de 2500 ans, qui ont commencé à essayer de comprendre un petit peu la nature qui les entourait, avec des concepts beaucoup plus raisonnés, avec de la raison pure plutôt que de la philosophie, et non pas des mythes, ou des croyances, ou des légendes. Et au début, on a parlé, et il est évident que c'est la première question fondamentale lorsque je regarde le monde, en apparaissant sur cette planète, ou ailleurs, enfin, en regardant le monde, il y a l'existant, tout ce que je peux percevoir, et le non-existant. Donc la première question extrêmement curieuse, c'est oui d'accord, c'est bien l'existant, j'arrive à la comprendre, je sais ce que c'est la réalité, je sais comment elle est faite, je sais tout d'elle, enfin presque. Mais c'est quoi le non-existant? Alors le non-existant, c'est terrible, c'est une catastrophe. Le simple fait de penser au non-existant le fait exister. Donc, alors c'est extrêmement, troublant parce que le non-existant, il est partout. Je veux dire que ce soit mentalement, que ce soit dans les projections du futur. Alors, par exemple, le futur, c'est quoi? Le futur, mon futur, le futur de tout le monde, c'est quoi? C'est quelque chose de non existant, puisqu'il n'existe pas encore. Le passé, c'est pareil. Il n'existe plus. Donc, s'il n'existe plus, le concept de non-existant est quand même extrêmement fructueux parce qu'il nous permet d'essayer de percevoir et ou d'envisager ou de réfléchir surtout. Alors les Grecs utilisaient le mot cosmos pour décrire un petit peu l'existant et chaos, C-H-A-O-S, pour décrire le non-existant. Alors dans la Bible, on parle aussi tohu vebohu.
Alors en fait, dans la Bible, dans cette légende de la Genèse, tout était apparu à partir de rien, à partir du néant. Bon, oui, d'accord, mystique, philosophie religieuse, ou alors, quelque part quand même, il y a une petite relation étonnante, puisqu'on a dit que à partir de rien, pouvait apparaître quelque chose. Et maintenant, alors si j'essaye d'imaginer le néant comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire le non-existant, si j'essaie de voir comme non-existant mon futur, qui n'existe toujours pas, je vais bien sûr envisager, prévoir, réfléchir, essayer de choisir des chemins pour mon futur pour qu'il apparaisse. Alors, une petite phrase qui était marrante, c'est on dit que le passé c'est un œuf cassé et le futur c'est un œuf que je couve. Donc voilà, c'est une image jolie, mais mon futur n'existe pas. Je peux peut-être avoir une influence, mais mon futur n'existe pas. Non seulement, rappelez-vous, dans le vide, il y a de l'espace et du temps, puisque, comme je l'ai expliqué, on peut aller d'un point à l'autre dans le vide. Mais dans le néant, non. Ni l'espace, ni le temps n'existent. Alors, ça permet un petit peu d'envisager, d'avoir quelques images mentales personnelles qui permettraient de comprendre un petit peu tout ça. Parce que, rappelez-vous, le titre c'est « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Alors déjà, le pourquoi, je ne vous dirai pas, parce que je ne me permettrai pas d'imaginer quoi que ce soit. Et la suite, c'était « Ou la fabuleuse histoire de l'univers ». Mais qui dit histoire, dit un commencement et une fin. Et s'il y a un commencement et qu'il y ait une fin, eh bien ça va faire partie du prochain chapitre que l'on fera ensemble dans les prochains temps. Ce voyage vous a plu ? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera, à moi et à Willy, très très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.